Et nous, on a fait un peu semblable aussi, Max Ott et moi-même. En fait, moi, je n'ai pas lu son discours à l'avance, lui n'a pas lu le mien, et c'est assez étonnant de voir que finalement, on est allé dans des sens relativement semblables et qui se complètent assez bien, comme vous allez le remarquer dans la suite. Comme je l'ai déjà dit, c'est pour moi un énorme plaisir de pouvoir vous faire part des réflexions ayant poussé la société Oswald Spengler à décerner le premier prix Spengler à Michel Houellebecq, que je félicite évidemment tout d'abord pour son mariage très récent avec la charmante Lycis, dont nous honorons d'ailleurs ce soir aussi la présence parmi nous. La société Spengler a été fondée il y a environ 1 an par l'initiative collective d'une série de scientifiques, tous conscients que le moment était désormais venu de rendre sa parole à un philosophe de l'histoire longtemps oublié des grandes masses, alors que la justesse de ses prophéties le rendait digne de figurer à l'avant-plan des débats des historiens, philosophes et sociologues du XXIe siècle. Et vu qu'en cette année 2018, nous fêtons les 100 ans de la publication de son œuvre phare, Le déclin de l'Occident, quoi de plus approprié que de célébrer cet anniversaire non seulement par un grand colloque scientifique, dont j'ai le plaisir de saluer les participants parmi l'audience de ce soir, mais aussi par la remise d'un prix célébrant l'engagement tout particulier d'un intellectuel européen d'envergure mondiale pour la réflexion philosophique et artistique sur la finitude de la civilisation occidentale elle-même. La décision de décerner ce prix à Michel Houellebecq a été aussi spontanée qu'unanime au sein de notre conseil d'administration, dont je salue ici évidemment tout particulièrement le président d'honneur, le professeur Alexander Demand, le secrétaire, le professeur Gerd Morgenthaler et surtout évidemment le trésorier, le professeur Max Ott, qui est aussi le grand mécène de notre société et celui qui a financé et rendu possible par sa générosité extraordinaire ce prix. Mais pourquoi justement Michel Houellebecq, me demanderiez-vous? En effet, alors que l'œuvre et la personne, pour ne pas dire le personnage de Michel Houellebecq, ne nécessite guère de présentation, la question de la mesure dans laquelle l'on peut vraiment parler d'une proximité particulière entre celui-ci et l'œuvre d'Oswald Spengler mérite réflexion. Dans la suite, j'essaierai de donner quelques éléments de réponse à cette question en me concentrant sur 2 aspects intimement liés. D'abord, Michel Houellebecq en tant que chroniqueur, objectif et impitoyable du déclin de l'Occident, puis Michel Houellebecq et l'impact de ce déclin sur les perspectives et limites subjectives de l'écrivain aujourd'hui. Michel Houellebecq comme chroniqueur, objectif du déclin de l'Occident. Voilà, certes, une formule permettant de mettre aisément en adéquation le philosophe allemand et le romancier français. Mais regardons tout de même la question d'un peu plus près. Spengler était non seulement persuadé, comme il est bien connu, que toutes les cultures humaines de l'ancienne Égypte et la Babylonie, à travers l'Inde, la Chine, le Mexique, l'Antiquité classique et le monde musulman, jusqu'à l'Occident moderne, suivent une évolution parallèle, mais aussi que ces cultures n'ont qu'une durée de vie limitée et se transforment tôt ou tard en civilisation, le dernier stade de leur évolution avant leur pétrification. Ces civilisations sont marquées par une tendance vers l'individualisme, le rationalisme, la technologie, le capitalisme, le relativisme, l'impérialisme et le cynisme, et courent immanquablement vers leur autodestruction, non pas par la violence externe, mais plutôt par la stérilité et la dissolution interne. Ainsi, Spengler écrivit, et vous me permettez de le citer plus en longueur, il disait, je cite, le colosse en pierre de la mégapole se trouve à la fin de l'évolution de toute grande culture. L'homme cultivé, formé psychiquement par la campagne, devint la proie de sa propre création, la ville, devient sa créature, son organe exécutif, finalement sa victime. La tension intellectuelle ne reconnaît plus qu'une seule forme de détente, la distraction. Le véritable jeu, le plaisir de vivre, l'envie, l'ivresse sont tous nés du tact cosmique et ne sont même plus compris dans leur essence. Mais le remplacement du travail intellectuel le plus intense par son contraire, c'est-à-dire la niaiserie volontaire, le remplacement de la tension spirituelle par celle corporelle du sport, le remplacement de la tension corporelle par celle purement sensuelle du plaisir ou celle purement intellectuelle de l'agitation, du jeu et du pari, le remplacement de la logique pure du travail quotidien par une mystique savourée consciemment, tout cela revient dans les grandes mégapoles de toutes les civilisations.
Fin de citation. Comment ne pas voir en ces quelques lignes prophétiques une condensation du monde occidental tel qu'il se présente à nous, on ne peut plus clair, au plus tard depuis les événements de 1968, et comme il se trouve si amèrement décrit par Michel Houellebecq. Que l'on ne se méprenne pas, je ne tente nullement de faire de Michel Houellebecq un auteur moralisant, un genre de conservateur idéaliste déplorant le présent pour mieux pouvoir vendre au lecteur la vision utopiste d'une société réformée dans un futur lointain. Au contraire, si Houellebecq, tout comme Spengler, provoque une telle perplexité de la part de ses lecteurs et de ses critiques, c'est qu'il n'hésite pas à s'identifier lui-même en tant qu'individu avec cette évolution collective, qu'il assume le déclin de l'Occident comme irrévocable, qu'il prend sur lui, du moins implicitement, une partie de la culpabilité et de la responsabilité du naufrage de notre civilisation au lieu d'assumer une position extérieure. Ainsi, l'œuvre de Houellebecq est imprégnée de la conviction que ce naufrage généralisé est inévitable, qu'il a été produit non pas par des faits externes à la responsabilité des Européens, mais constitue plutôt le fruit collectif de l'action de tous, qu'il était donc inscrit dans la logique interne de notre société qui s'annihile soi-même par le poids cumulé de ses contradictions. C'est pourquoi, tout comme chez Spengler, il n'y a pas de message positif dans l'œuvre de Houellebecq, message qui n'aurait d'ailleurs pas lieu d'être sous peine de voir toute cohérence interne et réalisme s'écrouler ou, pour le formuler avec les mots de Spengler, et je cite une fois de plus, un siècle d'activité purement extensive, sous exclusion d'une production artistique et métaphysique digne de ce nom, disons une époque irreligieuse, ce qui équivaut parfaitement à la notion de mégalopolitain, est un siècle de déclin, certes. Mais nous n'avons pas choisi cette époque. Nous ne pouvons pas changer le fait que nous soyons nés en tant qu'hommes de l'hiver débutant d'une civilisation mature et non sous le soleil de la culture accomplie d'un Phidias ou d'un Mozart. Tout dépend du fait que l'on réalise pleinement cette situation, ce destin, et que l'on comprenne que l'on peut se mentir, mais non changer les faits. Celui qui ne reconnaît pas cette situation ne compte plus parmi les hommes de sa génération. Il reste un niais, un charlatan ou un pédant. Fin de citation. Évidemment, la conséquence de l'application interne de l'Occident est la volonté de fuir. Fuir son destin, fuir sa civilisation, fuir son devoir. Que ce soit dans les paradis artificiels de la drogue, dans la facilité moralisante de la bien-pensance, dans la satisfaction narcissique de la promiscuité, ou finalement dans la soumission à des modèles de société alternatifs, l'homme occidental ne supporte plus ce malaise dans la civilisation freudienne et cherche de manière effrénée une sortie de secours, ce qui nous mène au roman probablement le plus spenglerien, car le plus historique de Michel Houellebecq, Soumission. Là aussi, les analogies avec Spengler, qui avait déjà prévu la possibilité d'une renaissance temporaire et superficielle du monde musulman comme symptôme du déclin de l'Occident, sont plus qu'évidentes. Max Roth vient de nous les citer. Et tout comme chez Spengler, il serait naïf d'attribuer à Houellebecq des velléités partisanes, particulièrement anti-musulmanes, si la transformation de l'Occident en terre d'accueil multiculturel, et donc, vu la constellation géographique, en terre graduellement islamisée, ne relève plus de la vision, mais plutôt de la réalité, la responsabilité en revient pleinement à l'Occident, et non pas à l'Orient. C'est en abandonnant ses valeurs, son histoire, ses croyances, sa culture, que l'Occident a créé un vacuum identitaire, incitant plutôt à la formation de sociétés parallèles qu'à l'intégration culturelle, et facilitant, devant le vide béant d'une civilisation en perte de vitesse, la conversion et la soumission à des modèles sociétaux alternatifs, tendance dont nous ne voyons d'ailleurs pour le moment que le début. Si le premier point de mon intervention était placé sous l'égide du terme de déclin, le second, qui concerne l'ambiance spenglerienne des œuvres de Michel Houellebecq, le sera sous celle du mot dégoût. En effet, s'il y a un trait de caractère qui unit la plupart des héros de Houellebecq, c'est bien le dégoût de soi-même, de l'autre, de la société, du monde. Un dégoût rendu encore pire par le fait qu'il est, pour ainsi dire, métaphysique, omniprésent, sans issue. Or, la publication récente des journaux intimes de Spengler a bien montré que derrière la façade de l'homme de décision qu'il aimait à se donner, se cachait un grand timide en désaccord profond avec lui-même et au dégoût sans borne, trait de caractère l'unissant sans aucun doute au sentiment cosmique traversant l'univers sentimental des héros houellebeckiens. Citons à cet effet un extrait révélateur des journaux intimes de Spengler qui pourrait sortir tout droit des confessions des divers Michel de l'œuvre de Houellebecq. Je cite Spengler qui disait «
ce dégoût infini de toute activité philosophique durant parfois des semaines, quand la vie du fonctionnaire le plus misérable paraît plus digne, quand on désire d'exercer le travail du tâcheron le plus simple afin de perdre le sentiment de sa propre superfluité et de son existence de parasite. Fin de citation des journaux intimes de Spengler. Certes, ce serait faire preuve d'une grande naïveté de croire que les conditions psychiques prétendues d'un auteur, que ce soit Spengler, que ce soit Houellebecq, puissent expliquer et ainsi, d'une certaine manière, annuler leurs exploits, que ce soit dans le domaine historique ou littéraire. Tout au contraire, l'on pourrait dire que seule cette vision particulière du monde leur permet d'ouvrir les yeux sur une certaine facette de la réalité, tout comme, par exemple, les aveugles sont souvent les meilleurs musiciens ou les autistes les meilleurs mathématiciens. C'est particulièrement le cas de Spengler, pour qui le dégoût de soi-même, l'expérience de sa propre stérilité artistique et la découverte de l'épuisement prédestiné de la civilisation occidentale étaient inséparables et allaient de pair. Ainsi, dans une description amère de la vie dans les mégapoles tardives de l'Occident, Spengler s'élève à une amertume partagée par l'expérience de vie des héros de Michel Houellebecq quand il écrit, et je cite de nouveau Spengler, « Et ainsi, le fait que l'existence soit de plus en plus déracinée, que le réveil soit de plus en plus tendu, génère finalement ce phénomène qui s'était déjà préparé depuis longtemps en silence et qui, maintenant, devient visible sous la lumière claire de l'histoire afin de préparer une fin à toute cette tragédie, l'infertilité de l'homme civilisé. Il ne s'agit nullement de quelque chose qui puisse être comprise par les moyens de la causalité journalière, par exemple de manière physiologique, comme le tente la science moderne. Nous y rencontrons plutôt une tendance métaphysique vers la mort. L'ultimum des mégapoles ne veut plus vivre, seulement en tant qu'individu, mais non en tant que type, en tant que masse. Ce qui inspire au véritable fermier une peur profonde, inexplicable, la pensée que sa famille et son nom puissent disparaître, a perdu son sens maintenant. La pérennité des liens de sang dans le monde concret n'est plus vue en tant que devoir, le destin d'être le dernier de sa lignée n'est plus perçu comme tragédie. Les enfants ne manquent pas, non parce qu'ils seraient devenus impossibles, mais plutôt parce que l'intellect, poussé jusqu'à ses limites extrêmes, ne trouve plus de raison à leur existence. Fin de citation de Spengler. La conséquence ultime de cette évolution est, bien évidemment, non seulement la fin de l'histoire, mais aussi la fin de la littérature, du moins en tant que création artistique ayant un véritable sens historique intrinsèque, donc imposé par une origine, une dynamique présente et une conséquence logique. Ainsi, la transition entre culture et civilisation impose aussi la lente fin de l'art en tant que création artisanale et spontanée, et plus cette évolution progressera dans le temps, moins il y aura des moyens de faire perdurer les grandes traditions du passé sans virer dans le pastiche, le classicisme ou le cabinet d'horreur. Je cite Spengler de nouveau, il dit « Nous sommes des hommes civilisés, et non pas des hommes du gothique et du rococo. Nous devons compter avec les faits durs et froids d'une vie tardive, dont les parallèles ne se situent pas dans l'Athènes de Périclès, mais plutôt dans la Rome de César. Pour l'homme occidental, il ne saura plus jamais être question d'une grande peinture ou musique. Ses possibilités architectoniques sont épuisées depuis une centaine d'années. Tout ce qui lui reste, c'est des possibilités extensives. » Fin de citation. En revanche, Spengler, en bon nietzschéen, en tire la conséquence que seules les natures faibles choisiront l'art pour exprimer leurs besoins et désirs, alors que les vrais hommes énergiques opteront plutôt pour l'accumulation de pouvoirs matériels. Parmi les nombreux auteurs contemporains, Michel Houellebecq, qui d'ailleurs a verbalisé plus d'une fois sa préférence personnelle plutôt pour le dernier homme de Nietzsche au lieu de son chimérique surhomme, est un des seuls qui semble avoir trouvé la quadrature du cercle et relevé le défi de Spengler de créer une œuvre d'art honnête et en totale adéquation avec les limites du monde moderne. Que Michel Houellebecq montre par son art, comme peu d'autres, la quasi-stérilité de la civilisation occidentale, n'est pas en contradiction avec cette ascension, mais au contraire sa conséquence logique, car il mérite probablement le titre de dernier romancier européen véritablement original, de par sa tentative de se faire le poète cynique et désemparé du déclin et de la fin d'une grande civilisation, sans pour autant gâcher cette vision par la faiblesse d'un optimisme naïf et inadéquat. C'est donc avec un immense plaisir que nous saluons aujourd'hui parmi nous Michel Houellebecq, qui, comme peu d'autres écrivains de notre époque, a exploré toute la dimension
situation horrifique et sans alternative du déclin de l'Occident et a ainsi participé à aiguiser la conscience collective face au désastre d'une situation collective psychologique prédite et décrite amplement par Oswald Spengler il y a exactement 100 ans. Je prie donc le public d'applaudir Michel Houellebecq et vous invite, cher maître, à vous lever afin de recevoir les félicitations du conseil d'administration de la société Spengler et le premier prix Spengler doté de la somme de 10 000 €, accompagné aussi d'un exemplaire de notre ouvrage le plus récent. Donc, Gerd, Max, Konterek.